madame, je constate que vous portez le pantalon. Est-ce que vous avez une autorisation de la préfecture de police pour le faire? Non. Est-ce que vous savez que théoriquement vous devriez en avoir une d'autorisation? Non, je savais pas. Il existe une loi qui vous oblige ou à ne pas porter de vêtements masculins ou alors à demander l'autorisation. C'est exact. C'est un gars. Article 2. Toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Personnellement, je n'ai pas retrouvé de texte abrogeant ce texte du 16 Brumaire en 9. C'est l'ordonnance de police de 1800, la préfecture de police de Paris, qui remet de l'ordre dans la société après les bouleversements révolutionnaires. Une des choses qui perturbe les autorités, c'est qu'on pourrait ne pas reconnaître les hommes et les femmes. Il faut que les femmes restent à leur place. Et pour rester à leur place, d'épouses, de mères, de ménagères, il faut qu'elles s'habillent comme des femmes. Il y a des cas très intéressants au XIXe siècle de femmes qui se sont émancipées économiquement et socialement en se faisant passer pour des hommes. Mais le pantalon a aussi d'autres dimensions, pour le sport par exemple. La bicyclette est devenue le moyen de transport le plus répandu de notre époque et nos couturiers se sont efforcés de créer des modèles à la fois pratiques, simples et élégants. Et cette journée a consacré la vogue de la jupe-culotte. La culotte cycliste, donc une culotte bouffante qui ressemble à une jupe, sauf que elle est fermée en dessous du genou. Les femmes faisant du vélo ont vite apprécié cette culotte de zouave, c'est aussi comme ça qu'on l'appelait, et ça a occupé les journalistes et les caricaturistes pendant une dizaine d'années. C'est un symptôme de la décadence nationale, de l'influence des modes américaines. C'est le fruit d'un complot judéo-maçonnique. Alors on va trouver ça évidemment du côté des conservateurs, mais même à gauche, c'est profondément perturbant et on ne veut pas de ce féminisme-là qui irait trop loin ou de ces innovations de la mode plus tard au XXe siècle qui sont jugées trop audacieuses. Ce qu'on appelle une femme a des hanches, n'est-ce pas? Et un pantalon qui moule, ou même s'il ne moule pas, ne rend pas la femme esthétique et ne la rend pas sensuelle indiscutablement, ou alors la rend sensuelle mais d'une façon assez vulgaire. C'est pas parce qu'elle a un pantalon qu'elle devient homme. Il y a des femmes qui sont masculines en jupe et qui sont féminines en jupe. Il y aura des femmes masculines en pantalon, comme il y en aura des femmes extrêmement féminines en pantalon. C'est pas ça le problème. La féminité, c'est autre chose. Dans les années 60, pourtant, le pantalon est à la mode. Les femmes qui le portent sont de plus en plus nombreuses, mais dans de nombreux lieux de travail ou d'études ou dans des restaurants, elles peuvent être encore renvoyées chez elles. En 1969, au Conseil municipal de Paris, on demande au préfet de police de revenir sur l'interdiction de 1800 et le préfet de police, Maurice Grimaud, refuse. Et on est un an après mai 68. En fait, je lui ai demandé pourquoi il avait refusé d'abolir l'ordonnance. Et Maurice Grimaud m'a répondu qu'à sa grande honte rétrospective, il l'avait fait parce que ça correspondait à son goût personnel. Il aimait regarder les jambes des femmes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre... Son premier jour à l'Assemblée, Chantal Leblanc ne verra même pas l'hémicycle. La députée communiste se voit refuser l'entrée parce qu'elle porte un pantalon. C'était interdit pour les femmes en 1978. Alors, dans les années 70, il y a très peu de femmes élues au Parlement. Il y a une députée communiste qui va réussir à s'imposer en pantalon. Il y a aussi le cas de Michèle Alliot-Marie qui n'était pas élu à cette époque, mais qui était à l'Assemblée en pantalon et qui aurait dit à l'huissier si mon pantalon vous dérange, je l'enlève. Il n'était pas écrit noir sur blanc dans le règlement de l'Assemblée nationale que les femmes ne devaient pas venir en pantalon.
C'était une interprétation conservatrice des huissiers, donc qui ne rataient pas une occasion de faire respecter le binarisme du genre en matière vestimentaire. Élue, la dauphine d'Ernest Antoine Sellière peut savourer sa large victoire. 271 voix sur 508, un seul tour de vote électronique a suffi pour faire d'elle la première patronne des patrons. Tu as remarqué que Laurence était en pantalon, donc elle a pris le pantalon du président, c'est parfait. Cette petite phrase, elle montre bien que le pouvoir reste masculin. Le pantalon matérialise cette masculinité évidente, fonctionnelle du pouvoir. Donc il faut attendre 2013 pour que Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre des Droits des Femmes, dise que l'ordonnance était tombée en désuétude, qu'elle n'était plus désormais qu'une pièce d'archive. Contrairement à ce qu'on croit, la liberté vestimentaire des femmes n'est pas du tout assurée. Le Code du travail permet à des employeurs d'imposer un vêtement féminin aux employés qui sont en contact avec le public. Si on n'a pas de mixité des vêtements, on restera dans un système très codé et très hiérarchisé.